la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors je me suis remis face à mes bibliothèques qui ont été un peu réassemblées si vous avez vu ma réorganisation. Ça va peut-être résonner un petit peu parce que j'ai bougé quelques meubles depuis le temps et en fait ça fait un gros vide sur ma gauche, donc peut-être que ça va résonner un peu. Ensuite, concernant les bruits ambiants, comme je suis dans mon salon, que j'ai un chat sur les genoux qui est en train de ronronner comme une folle et une autre qui est tout le temps éveillée et qui fait que des bêtises, il peut y avoir 2-3 cafouillages derrière la caméra. Ne touche pas au trépied s'il te plaît, je viens juste de me motiver à faire une vidéo. Voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture un peu particulier car il s'agit de plusieurs styles de livres. Donc j'ai de la bande dessinée, j'ai principalement de la bande dessinée / roman graphique et j'ai 2 livres jeunesse. Et pour le thème de cette update lecture, j'ai choisi Incroyable Destinée. Donc on va commencer avec 2 livres que j'ai lus. Il y en a un que j'avais lu pour le Reading Rush et j'avais tout juste commencé, je dirais, à vous faire les bilans, et un autre que j'ai lu, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, et 2 autres que j'ai lus lors de ma pause du midi à la librairie. Le premier livre dont je vais vous parler, ça date de tellement loin. Il s'agit de The Book of Ivy, le tome 1 de Amy Angel aux éditions Lumen, que voici. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui à sa sortie. Et moi, la couverture me plaisait plus ou moins. Le synopsis, voilà, je me suis pas non plus trop intéressée. Et pour le coup, c'était une vraie découverte et j'ai bien aimé l'histoire. Donc on part sur l'histoire de Ivy qui vit dans un monde, on est sur un peu une sorte d'utopie où il y a eu une guerre pendant très longtemps. Et nous avons 2 clans qui se sont affrontés et qui ont décidé en fait de signer la paix, sauf que pour que cette paix perdure, il faut qu'il y ait des mariages entre les enfants de ces 2 clans. Et Ivy fait partie de l'un de ces clans et on lui annonce que voilà, c'est ce jour-là qu'elle doit se marier parce qu'elle a atteint un âge précis. Et elle doit se marier en fait avec le fils du chef du clan adverse. Et en fait, tout était prévu depuis le début. Ivy a été entraînée dès son plus jeune âge à devoir tuer le père, donc le chef du clan ennemi, par son propre père qui est le chef de l'autre clan. Et on part sur une sorte de romance douce et amère. Parce que, donc je vais d'abord parler des personnages. Et du coup, donc, nous suivons Ivy, nous suivons également le personnage, donc le garçon du clan adverse. Et en fait, les deux se ressemblent énormément alors que de prime abord, on a l'impression que c'est 2 contraires, vraiment 2 opposés distincts. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui les rejoignent. Alors je suis désolée, il va y avoir quelques coupures parce que je vous filme ça, il est bientôt 22 h, fin de journée, gros journée intensive à la librairie, on a eu beaucoup de commandes, donc je vais peut-être bailler souvent, je vais peut-être prendre des inspirations du coup, et je m'en excuse. Donc on suit Ivy et Bishop qui sont les 2 enfants un petit peu... comme Roméo et Juliette, ils sont très complexes dans leur caractère, et on attend beaucoup d'eux. En fait, chacun a grandi avec les idées de leur père vraiment gravées en eux, et ils ont été vraiment éduqués mais à la dure, et ils se retrouvent un peu par hasard, oui, ils se ressemblent tellement qu'il y a une reconnaissance qui est faite entre les deux, et on a un peu cet amour mais qui est à la fois obligé et à la fois qui ne doit pas avoir lieu. Je sais pas comment dire, mais ce sont des amoureux maudits, ce sont 2 Roméo et Juliette dans une époque qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, oui. Ensuite, par rapport à l'histoire, donc l'histoire se lit vraiment facilement. Moi, je suis rentrée dans donc c'est dans une young adulte en fait, de la romance avec un peu du post-apocalyptique, on peut le dire, un peu d'action. Et oui, l'histoire voilà, on rentre tout de suite dedans. On a cette jeune fille qui a beaucoup de perturbations dans sa vie quotidienne, qui voit tout chambouler du jour au lendemain pour se marier avec un garçon qu'elle a un peu appris à détester en fait en fin de compte, et qu'elle se retrouve à devoir un peu aimer et à jouer à lui montrer un faux visage en fait, et c'est très compliqué pour elle parce qu'elle a ses propres idéaux qui viennent faire face à ceux de son père, et on a cette crainte, mais en même temps
cette obligation voilà, de rester fier et de rester fidèle à soi-même face à tout ce qu'on lui a appris, tout ce qu'on lui a inculqué depuis son plus jeune âge. L'histoire en soi est vraiment très intéressante, rien que le monde est très riche parce qu'on a beaucoup plus de règles, on rentre dans une société qui a dû être, on va dire, revue, corrigée, où il y a beaucoup de lois et de règles qui ont été érigées pour que ça fonctionne, pour que la paix soit maintenue. Et j'ai bien aimé ce cadre parce que oui, on est à la fois dans le post-apocalyptique, mais à la fois on est dans une société qui a l'air de bien fonctionner. Il y a plus ou moins des soucis, mais quelle société n'en a pas? Et moi ça m'a bien plu, en plus c'est assez addictif. Et du coup, bien sûr, le texte en fait ressentir. Donc on a énormément de bonnes descriptions, de bons détails. Ce que j'entends par là, c'est que ça vient pas du tout plomber ou freiner notre lecture. Et c'est hyper riche, c'est super bien détaillé, mais ça reste doux, fluide et hyper facile à rentrer dans l'intrigue, à rentrer dans l'histoire. Et le chat est encore vers le trépied, tu te pousses, d'accord? Et voilà. Et puis après, on est sur une young adulte, donc on avait un peu de maturité, mais pas trop pour que ce soit considéré comme une littérature complexe, on va dire, pour la young adulte. Mais moi j'ai bien aimé, il n'y a pas eu ce côté, vous savez, un peu fragile, un peu vulnérable ou d'immaturité dans le texte, dans les tournures de phrases, donc ça m'a pas du tout déplu. En tout cas, c'était vraiment oui, c'était un bon livre de young adulte que j'aurais peut-être dû lire plus tôt. J'aurais peut-être été davantage investie en fait dans cette histoire. Mais sinon, moi j'ai juste adoré, j'ai que des points positifs, j'ai aucun point négatif. À part peut-être que Evie m'a vraiment énervée à des moments où elle devenait un peu trop passive par rapport à la parole de son père, à sa voix à lui. Et là ça m'a juste embêtée par rapport à l'héroïne, mais c'est pas un point négatif en soi concernant l'histoire. Sinon voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est un très bon roman de young adulte. La romance prend pas la part sur notre intrigue, sur l'histoire générale. Il y a énormément de rebondissements et des choses auxquelles on s'attend plus ou moins, mais qu'on est quand même surprise quand on arrive. C'était pas français. Et honnêtement, c'est un livre, si vous l'avez pas lu mais que vous l'avez vu passer forcément sur les réseaux sociaux et qu'il vous tentait plus ou moins mais que vous étiez pas sûr, vraiment foncez, parce que moi j'étais dans le même cas que vous et j'ai juste passé un bon moment avec un bon livre de young adulte qui était bien décrit. Je vais forcément lire la suite parce que j'ai envie de savoir quand même ce qui se passe. Mais voilà, c'est juste un bon livre bien écrit de young adulte qui est très addictif, avec un univers qui est très prometteur et une suite qui a l'air aussi très prometteuse également. Ensuite, le livre que je vais vous lire, c'était un peu comme The Book Amphibies. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui à sa sortie, qui est un tout petit peu plus récent quand même que The Book Amphibies, mais il date quand même. Il s'agit du tome 1 de l'école du bien et du mal de Soman Shanani. Voilà, aux éditions, là c'est Pocket Jeunesse mais en poche. Et lui, ce livre, c'est un peu l'accidenté de la lecture. Si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé, je l'avais emmené pour être chez mes parents pour le lire. Et le souci, c'est que quand je suis revenue et que ma mère m'avait donné un plat à emporter, je l'avais mis dans un sac plastique. C'était un Tupperware, sac plastique. Tout ça, me dit c'est bon, le livre il est mis entre deux autres trucs, c'est bon, ça va le protéger. Pas du tout. Voilà, donc le livre a pris un peu, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y avait un peu de sauce dessus et j'étais trop dégoûtée parce qu'en plus je l'avais juste emprunté à la librairie parce que moi je voulais me prendre quand même le grand format. Mais voilà, pour ce que c'est, même si c'était une super bonne histoire, j'aime absolument me lire la suite, ça me dérange pas non plus d'avoir le poche, hein, la couverture est tout aussi jolie, que ce soit pour le premier tome, mais même pour les seconds, comme on avait pu voir le mois dernier avec les sorties littéraires du mois d'octobre, oui. Et bien la couverture du troisième tome me va tout à fait. Ensuite, concernant donc le synopsis, donc on suit deux jeunes filles, donc il y a Agatha et Sophie, qui vivent dans une sorte de petit village où les contes prennent une place énormément importante. Et il y a un personnage notamment qui revient beaucoup, donc c'est le grand scribe, je sais plus. Mais un mec qui fait que d'écrire des histoires et qui est hyper réputé un peu pour être le croque-mitaine, mais aussi très doux. Et en fait, il enlève des enfants pour les emmener à l'école du bien et du mal. Et chacun des enfants, un fait que des conneries, mais que des bêtises, pardon. Et une, en fait, va être extrêmement douée. Enfin, un ou une. Et en fait, un va rejoindre l'école du bien pour être un prince ou une princesse. Et un autre enfant, va rejoindre l'école du mal pour être un sorcier, un méchant, un troll, tout ce que vous voulez.
Et on tombe sur Sophie et Agatha. Sophie qui s'est préparée toute sa vie à être une princesse, qui adore le maquillage, qui adore tout se faire le bien et tout, qui est hyper belle, qui fait attention à toute sa chevelure, tout ça. Et ensuite, d'un autre côté, Agatha qui est sa meilleure amie, qui a les cheveux gras, noirs, les boutons, qui vit dans une taverne. Enfin, le stéréotype même de la sorcière et le stéréotype même de la princesse, qui sont meilleures amies. Et on les emmène du jour, évidemment, ils s'étaient préparés pour être emmenés à l'école du bien et du mal. Sauf qu'il y a eu un petit cafouillage à mon avis dans l'histoire parce que Sophie se retrouve dans l'école du mal et Agatha dans l'école du bien. Donc on a vraiment deux opposés qui se retrouvent dans des écoles où elles n'auraient jamais dû atterrir. Et on arrive comme ça dans l'histoire avec cette confusion totale parmi les deux amis. Et du coup on va suivre les deux alternativement. Quand même 22h, j'ai toujours des mots compliqués. Et voilà, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Les deux jeunes filles, on va vraiment apprendre à les connaître. Donc ce sont les deux personnages qu'on va vraiment suivre principalement, Agatha et Sophie, mais on va également s'intéresser aux grands maîtres vraiment qui règnent sur l'endroit, mais aussi à tous les autres personnages en fait qui font partie, donc les autres camarades de l'école, du bien et du mal, les professeurs, le directeur, tout ce que vous voulez. Mais ils prennent pas, je veux dire, ils ont une incidence comme personnage un peu secondaire, mais ils prennent pas le pas vraiment pour que ce soit dit, à part peut-être un garçon de l'école du bien qui est un prince, qui va jouer vraiment un rôle très important. Parmi les deux jeunes filles, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais sinon, on va vraiment rester focalisé sur Agatha et Sophie. Concernant l'histoire, on rentre vraiment aussi très facilement. Là, en plus, moi j'adore les contes, donc vous arrivez dans une petite histoire qui est toute douillette, toute confectionnée pour vous et qui a un énorme clin d'œil. Il y a énormément de références sur tous les contes qu'on connaît plus ou moins, même des contes qui sont pas très connus et d'autres contes qui sont totalement, je pense, inventés juste pour le bienfait de l'histoire. Et vraiment, c'était très bien écrit. Moi, j'ai juste adoré. On a, vous savez, déjà rien qu'au niveau de l'écriture, on a énormément de stéréotypes même. Chère Sophie, c'est The Princesse et Agatha, c'est The Sorcière. Et on a des renversements de situation, on a des grosses surprises, on a beaucoup de choses très énervantes aussi, mais on a un peu comment dire, ce yo-yo, parce qu'on a un renversement de situation qui est phénoménal à un passage du livre, puis à un autre moment ça revient à la normale. On a un peu ce côté aussi de sortilège au niveau de l'écriture qui m'a beaucoup plu, où on ne sait plus où on en est au niveau des deux filles, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est mal. Et puis à un moment donné, hop, ça se remet normal, on fait ouf, c'est bon, le sort est fini, il n'y a plus de malédiction. C'est un peu comme si on avait jeté un sortilège sur les personnages pour les faire être, je sais pas si c'était très français dit comme ça, mais pour qu'ils deviennent ce qu'ils ne devraient pas être. Voilà. Et je mélange un peu histoire là et pour l'écriture, mais c'était donc un livre qui était par rapport à l'écriture et par rapport à The Book of Ivy, il était beaucoup plus fragile au niveau du texte parce que c'est destiné à un public qui est beaucoup plus jeune. Nous à la librairie on le met dans les romans des 9-12 ans. Donc vraiment c'est quand même un roman à lire plutôt à partir de 10 ans. Il est bien complexe, c'est quand même écrit assez petit. Mais c'est une super belle petite histoire, entre guillemets petite histoire qui fait peut-être 400 pages et quelques. D'ailleurs par rapport à l'écriture, vous avez dans le texte des petits passages comme ça, avec des illustrations. Par rapport à l'histoire et à le texte, j'ai bien aimé ce côté de stéréotype parce qu'on a des icônes, des animaux, des emblèmes très, très connus en fait pour le bien et le mal. Il y a vraiment ce jeu de dualité entre les deux opposés et j'ai bien aimé qu'ils rejouent plus sur ça, qu'ils laissent de côté, vous savez, la partie conte et qu'ils essaient de définir qu'est-ce qui fait de nous des gens bien et qu'est-ce qui fait de nous des gens mal. Et c'était très bien amené et très bien expliqué, moi j'ai juste adoré ça. Parce que même si c'est destiné à un public jeune, il y a une vraie morale. En fait c'est comme un conte. On a une grosse morale là-dessus sur le bien et le mal. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que c'est bien et qu'est-ce qui fait que c'est mal? Et c'est une question qui reste en suspens pendant toute l'histoire et on essaie d'y répondre avec les personnages et c'est juste hyper agréable et hyper bien amené. Genre pour les enfants qui sont à cet âge-là, leur faire une histoire avenante plutôt, et hyper intéressante. En expliquant, en essayant d'expliquer et de leur montrer quelle est la différence entre le bien et le mal, chapeau parce que c'est hyper compliqué, c'est un sujet même à l'heure
même pour les adultes, on a toujours du mal un peu à y répondre et à l'expliquer aux enfants. Donc si ça peut être comme ça pour les autres tomes, ça peut être très intéressant pour la suite et ça met cette lecture, cette histoire surtout à un autre niveau. Concernant, j'ai oublié de le dire pour The Book of Ivy, mais bref, vous avez quelques aperçus, mais concernant le décor et les ambiances de l'école et du bien et du mal, j'ai juste adoré. On est sur vraiment deux opposés aussi, hein, l'école du bien, l'école du mal, tout est dans le titre, hein. Vous savez quelle tronche va avoir l'école en entendant ça. Et il joue à fond sur les décors, vraiment on a l'impression d'être dans un manoir hanté pour l'école du mal, pour l'école du bien. En tête, j'avais beaucoup les dessins animés de Barbie, hein, voilà, les trucs qui sont en rose bonbon mais à fond, qui font mal aux yeux. Et j'ai bien aimé parce que c'est des clichés qui sont poussés au maximum et c'est pas dans le cucu-plan-plan ou dans le gnangnan, là on est vraiment dans l'histoire et ça joue pour elle en sa faveur. Et j'ai juste adoré. Les ambiances, bah voilà, ça va avec les décors, hein. On a quelque chose un peu plus de sombre et de mystérieux pour l'école du mal, pour l'école du bien. On est un peu sur le cucu-plan-plan, hein, faut le dire. Mais sinon c'est une belle histoire sur le bien et le mal, sur les princesses et sur les bons et les méchants, sur les princes, les princesses, les sorciers, les sorcières et toutes les créatures en fait qui vont venir renforcer on va dire les deux côtés, ces deux côtés. Concernant mes points positifs, j'en ai beaucoup, hein. J'ai adoré les personnages, un peu moins Sophie parce que c'est vraiment le stéréotype de princesse qui a un cerveau de pigeon. Mais, mais vraiment, voilà. En fait, j'ai pas non plus énormément apprécié Agatha, mais ce qu'elle représente, cette amitié-là, j'ai bien aimé ça pour les personnages. Ensuite, j'ai adoré les décors, j'ai adoré l'intrigue et la morale surtout en fait de l'histoire. Qu'est-ce que le texte apportait, c'est ça que j'ai préféré, c'est le point fort je trouve vraiment qui fait que ce livre fonctionne. C'est que si on met de côté le côté... oui. Si on met de côté tout ce qui est princesse, prince, sorcier, sorcière, conte de bien, conte du mal, enfin tout ce que vous voulez qui est un peu fantaisie, et que vous gardez uniquement le texte et le côté un peu scénario, voilà, script, tout ça, tout ce que le plan en fait qui a été fait, vous vous rendez compte que c'est quand même un texte pour les enfants qui a été très bien écrit et qui explique énormément de choses. Concernant les points négatifs, clairement ça va être Sophie, le point négatif pour moi, parce qu'elle m'a énervée. Voilà, c'est juste pour ça, c'est juste parce que son caractère m'a énervée. Parce que j'ai pas eu envie d'avoir une Barbie sur talon qui gueulait dans tous les sens, et puis voilà. Et puis il y a des moments à m'énerver, et d'autres moments ça a été... Voilà, mais c'était un peu le personnage un peu chiant en fait de l'histoire. De mon point de vue toujours. Ensuite, concernant mon avis général, moi j'ai bien aimé ce livre. J'ai juste adoré, c'était un petit bijou qui m'a replongé un peu en enfance, mais en poussant un peu plus loin la compréhension des livres qu'on a quand on est enfant et des contes en général. Et je suis sûre que je vais lire la suite. Alors comme The Book of Ivy, mais là un peu plus à prendre avec des pincettes, si vous avez vu passer l'école du bien et du mal sur des étalages en librairie, sur des réseaux sociaux, que le script vous tentait, que la couverture aussi vous plaisait, parce qu'il faut dire qu'elle est plutôt attrayante et elle est en lien avec le livre, il faut le préciser, c'est un point positif. Et que voilà, que vous étiez dit, bah, ça a l'air pas mal sans plus, foncez quand même. Après, gardez en tête que c'est un livre qui est destiné aux 9 à 12 ans. Pas, voilà, plus à peu près 10-11 ans quand même. Mais c'est un livre jeunesse, pas young adulte. Donc si vous avez vraiment du mal des fois quand c'est expliqué, genre pas plativement, mais quand c'est expliqué clairement, comme si c'était pour un gamin, vous étonnez pas. Il y a quelques tournures de phrases comme ça, c'est normal. Mais sinon c'est une belle histoire qui vaut le détour parce qu'elle a beaucoup de choses à dire et pas forcément que centrée sur les contes en général. Ensuite, je vais me décaler un petit peu parce que j'ai besoin de la place pour vous présenter une couverture, enfin deux. Le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit de Little Lost Lamb. Alors je n'ai plus du tout le nom de l'auteur en tête, je n'ai même pas pensé à le prendre pour la vidéo. Mais la couverture s'affiche ici, si vous arrivez à voir le nom de l'auteur. Voilà, mais si je vois qu'au montage vous ne pouvez pas le voir, je vous l'affiche juste ici, assez rapidement. Et du coup, Little Lost Lamb, c'est une sorte de... C'est une BD il me semble parce qu'il y avait des planches, ouais on peut dire ça. Et donc du coup Little Lost Lamb, ça nous raconte l'histoire de Bianca qui est une chèvre. Alors, une chèvre, oui, une brebis, plutôt une brebis.
et qui vivait avec sa famille jusqu'à ce qu'elle soit massacrée par des lions. Fin de l'histoire. Et en fait, lors de ce massacre, on a le chef des lions qui lui dit bah Bianca, t'as rien sur les os, t'as que de la peau sur les os, je te laisse vivre. Voilà, parce que tu nous satisferas pas d'un point de vue nourriture, quoi. Sauf que des années plus tard, Bianca a décidé de se venger, de tous les retrouver et de trucider tous les prédateurs sur son passage. Et elle y arrive. En plus, elle est hyper badass. Et c'est devenu un peu le gros prédateur des prédateurs. Et c'est... mais... oh, c'est super bien. En tout cas voilà, pour cette histoire nous suivons principalement Bianca qui va rencontrer plusieurs personnages au cours de cette quête, de cette vengeance, de ce périple, que ce soit des prédateurs qu'elle va tuer, ou que ce soit des victimes en fait comme elle, des proies pardon. Et les deux vont essayer de discuter avec elle, de la raisonner. Et c'est très intéressant de ce point de vue là, mais ils ne vont pas vraiment prendre part, on va dire, à l'histoire, à part peut-être une proie qu'elle va rencontrer, qu'elle va sauver, qui est un faon. Il me semble que c'est un faon. Et ce personnage-là est très important parce qu'il symbolise un peu la Bianca qui a failli se faire tuer avant qu'il ait l'idée en fait de se venger. Ne touche pas au trépied s'il te plaît. Queen, voilà. Queen, viens. C'est bien. Il symbolise oui vraiment la Bianca avant qu'elle pète un câble et qu'elle décide de tous les trucider, et on a un peu ce rappel de l'innocence qu'elle a eue, de cette fragilité, de cette enfance qu'on lui a volée, de son innocence en fait qui lui a été totalement prise. Et c'est un rappel vraiment pour lui dire qu'elle se calme. Mais sinon on n'a pas d'autres personnages qui viennent vraiment l'empêcher d'accomplir sa quête. Ensuite concernant l'histoire, moi j'ai bien aimé parce qu'on avait, de part on a une touche qui est vraiment assez sombre, assez glauque et émouvante parce qu'on a un personnage qui a perdu toute sa famille et qui a décidé de ne pas se laisser abattre en fait, de prendre le taureau par les cornes et voilà, de y aller, de foncer, de tous les tuer quoi. Et c'était, en fait c'est beau mais dans un sens très triste parce qu'on a cette proie qui ne s'est pas fait dévorer uniquement parce qu'elle n'était pas suffisamment goûteuse. Et d'un autre côté, on a cette jeune fille qui a tout perdu, qui est juste omnibulée par cette vengeance, quoi. En fait, elle y pense qu'à ça. Mais c'est une vengeance qui est un peu désespérée et qui est hyper touchante, en fait. Après, concernant l'histoire, c'est quand même quelque chose d'assez sombre, hein. Je le conseille pour des adolescents, mais plus 14 ans. Allez, 13-14 ans, ouais, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez aller, l'histoire, elle n'est pas trop trash pour que ce soit ça reste une bande dessinée, hein, c'est pas trop réel, parce que concernant l'histoire d'ailleurs il y a un point que j'ai pas du tout précisé, c'est que on est face à des animaux qui sont un peu humanisés, vous savez, qui se déplacent sur leurs deux jambes et qui ont une part vraiment très humaine. Comment ils sont représentés, on a l'animal en soi qui est super bien fait, hein. Je vais vous montrer une photo vite fait si j'arrive à en trouver une d'un des personnages qui est mieux représenté. Et moi j'adore quand c'est comme ça. Dans les mangas, il y en a beaucoup qui sont représentés comme ça, quand vous avez des histoires sur les animaux. Et ce point de vue-là de l'histoire m'a beaucoup plu parce que c'était bien amené. C'était bien représenté, il y avait les proies d'un côté, les prédateurs de l'autre. Et on avait l'impression de suivre une histoire avec des vrais personnages. J'entends dans le sens où c'est des personnages humains. Un autre point de vue de l'histoire qui est extrêmement fort, et je pense que c'est clairement un des points positifs du livre, c'est qu'on a une dualité qui est très forte par rapport au fort et au faible. Mais que ce soit pour la chaîne, oui, dans la chaîne alimentaire, que ce soit par rapport, je veux dire, si vous entendez un bruit, c'est qu'il y en a une qui a décidé de faire la toilette à l'autre, que c'est par rapport, vous savez, ben voilà, dans notre vie quotidienne en société, il y a des plus forts, il y a des plus faibles, au niveau du caractère, au niveau de la classe sociale, et il y a une énorme représentation, il y a un énorme clin d'œil à notre société via ce livre. Je sais pas du tout si c'était voulu de la part de l'auteur, mais moi je l'ai compris comme ça. C'était vraiment une grosse métaphore de notre société que, bah voilà, on a chacun des niveaux différents et soit on les accepte pas et ça peut mener à différentes alternatives. Je parle pas du fait qu'il y ait des gens qui veulent tuer des gens et tout ça, non, mais juste le côté, vous savez, faible, enfin proie et prédateur, faible et fort. Ça, ce côté-là de l'histoire était vraiment bien amené et hyper intéressant à voir sous un angle plus sociétaire, hiérarchique, tout ça.
Ensuite, concernant l'écriture, pour une bande dessinée, elle était vraiment très facile. Je veux dire, souvent vous savez des planches pour des BD qui sont remplies de bulles, avec un texte tout petit et les bulles sont gigantesques. Limite, il y a autant d'images que de bulles et c'est lourd en fait des fois à lire. Là, pas du tout. On est vraiment dans la BD très aérienne au niveau des bulles, des images, tout ça, des couleurs. C'était à la fois avec des touches de sombre et de lumière. Et le texte était très facile à comprendre. On a quand même quelque chose d'assez cru au niveau des mots parce que il y a des scènes qui sont compliquées. Quand le début, quand Bianca perd sa famille, c'est dur, hein, c'est triste. Et c'est comme ça, on sait clairement ce qui se passe. Hein, et c'est pas... Ah, tu m'as fait peur toi, hein. Tu laisses ça. On sait clairement ce qui se passe, hein, c'est pas enjolivé par des mille et une fioritures de mots et tout, de phrases. Non, non, c'est brut, on sait que l'autre il aura de bouffer sa mère, tout ça. C'est... Voilà, c'est cash. Et concernant les ambiances justement et les décors, les ambiances, on est sur une mi-teinte en fait claire et sombre parce qu'on a, vous savez, ce début avec un massacre, donc très sanglant. Et ensuite Bianca est plongée dans une sorte de tunnel où vraiment elle est omnibulée par sa vengeance. Donc les touches des couleurs restent un peu ternes, un peu sombres. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, on a des touches de couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus claires qui viennent s'ajouter à la BD. Et je pense que c'est aussi voulu de la part de l'illustrateur parce que plus Bianca en fait avance dans sa vengeance, plus elle comprend pourquoi elle fait ça et plus elle arrive en fait à une sorte de rédemption. Et plus elle va vers la lumière en fait. Concernant les décors, bon, voilà, moi j'ai juste adoré le graphisme, hein. C'est vraiment le style d'histoire un peu ronde, le coup de pinceau pardon, un peu rond que j'aime, mais avec, vous savez, des touches d'ombre en fait. J'aime bien de toute façon quand c'est cute, quand c'est rond, quand c'est mignon et qu'on a plein de trash autour en mode c'est pas grave, il y a du sang, c'est pas grave. Je suis cinglée, hein, faut le dire. Et oui, les graphismes m'ont beaucoup plu. Je pense que c'est une bande dessinée que de toute façon je l'ai mis dans ma wishlist parce que je veux absolument l'avoir dans ma bibliothèque. Oh non, concernant les points positifs du livre, alors les points positifs déjà pour moi c'est les graphismes, moi j'ai juste adoré. Ensuite, le gros point fort quand même de l'histoire, c'est ce côté de dualité entre les proies et les prédateurs qui est hyper intéressant, qui est super bien développé et qui est agréable à découvrir en fait, parce que c'est ce qui résume un peu notre place dans le monde face aux animaux, face à d'autres espèces en général. Et sinon, moi j'ai juste adoré, c'était une histoire de vengeance. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, vous avez les scénarios de base. C'est une vengeance, point. Oui, mais il va y avoir ça, il va y avoir ci, on va essayer de les dissuader. Enfin, il y a plein de petites choses qui arrivent, mais et c'était juste une trop bonne BD. Moi j'ai juste adoré, vraiment. J'ai ouvert le livre, même si l'histoire était triste, émouvante, touchante, dure, mais à la fois aussi badass et tout ça. J'ai passé un super bon moment, je veux dire, je me suis posée, j'étais dedans, totalement immergée dans ce petit monde. Et ouais, c'est... Il y a un autre point positif aussi que j'ai oublié de dire, c'est les graphismes au niveau de la nature. Comme on est, donc, vous savez, chez les animaux, ben, forcément on voit beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes, ce genre de choses. Et mais la qualité en fait des images était juste trop belle quoi. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous trouver des images, mais si vous n'en avez pas, vous allez juste me voir avec mes mains qui font ça. Moi j'ai vraiment adoré ça, c'est ça qui m'a surtout attirée quand je l'ai pris pour le lire. Et l'histoire a été à la hauteur bien sûr des graphismes. Les points négatifs, je n'en ai pas. Ouais, je me rappelle pas d'en avoir en tout cas. Le quatrième livre que je vais vous présenter, donc j'ai pris mon téléphone parce que je vous ai posté une photo, pardon, sur mon fil de ce livre en question. Et je vais vous citer les illustrateurs. Alors, le livre que je vais vous présenter, il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est tiré du roman bien sûr de Raphaël Giordano, mais il a été adapté par Sophie Ruffieux et de... Ah, ça par contre, je ne l'ai pas en entier. De Lilian, c'est un auteur qui l'a repris aussi. Et Sophie Ruffieux, c'est la personne qui l'a illustré. Et c'est aux éditions donc, Delcourt, Soleil. Et voici, donc je ne sais pas si vous allez la voir. C'est cette petite BD là. Et puis de toute façon, vous allez avoir l'image ici de la couverture. Alors, donc la présentation, ma chronique de ce livre va être
assez, on va dire, simple, parce que je crois que je vous ai déjà parlé en plus du livre dans mon conseil de lecture pour les développements personnels, donc je vous le mets dans la barre d'informations, mais je vous avais conseillé, je crois, 5 livres de développement personnel sur un chapeautré entre lecteurs. Et, euh, et puis voilà, je vous l'aurai un peu plus détaillé en fait dans cette vidéo là également, si vous voulez en entendre parler un peu plus. Mais là, concernant la BD, donc on retrouve l'histoire, donc c'est de Camille. Voilà, c'est Camille, c'est pas Mathilde, j'étais pas très loin. Et donc Camille, vous savez, c'était l'histoire d'une mère au foyer qui a tout pour elle en fait. Son mari, c'est bon, son gosse, c'est bon. Son boulot, ça peut aller. Et le souci, c'est qu'en fait, je dis ça peut aller, non, ça peut pas aller du tout, excusez-moi. En fait, voilà, son mari avec elle au niveau de la communication, c'est pas ça du tout. Son gosse, sait plus comment le gérer. Son boulot, elle est totalement débordée. Et en fait, lors d'un déplacement justement pour le travail, elle se retrouve sous la pluie, sa voiture est en panne. Et elle se réfugie, elle est accueillie en fait par un couple comme ça qui vivait à la campagne. Et elle appelle en fait une dépanneuse, tout ça. Et pendant qu'elle appelle une dépanneuse, elle s'effondre totalement. Elle en peut plus. Et l'homme, il est là, il la regarde et lui dit écoutez, je sais ce qui vous arrive. Vous êtes atteinte de routinologie. Ou routinite, je sais plus. Mais en tout cas, il est routinologue. Et il va l'aider à sortir de cette routine pour se dépasser et faire ressortir le meilleur de soi-même. En fait, être la meilleure version de soi. Et j'ai juste bien aimé ce rappel en fait à ce livre de développement personnel parce que il faut savoir déjà que le roman c'est du développement personnel mais qui est romancé. Donc on a une version très light en fait des développements personnels qu'on peut trouver en fait en général. Et donc le faire en plus en bande dessinée, ça le simplifie encore plus. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé de ce livre. Mais voilà, déjà le roman, c'est du développement personnel romancé, la BD l'est encore plus et ça permet en fait que le livre soit encore plus accessible en fait pour un public que le roman n'aurait peut-être pas ciblé mais que la BD cible à son tour et amène en fait à l'histoire parce que certains ont lu la bande dessinée et vont se tourner vers le roman par la suite parce que on est face en fait juste à un personnage qui va apprendre avec une technique qui lui est juste comme ça expliquée à voilà, se dépasser, elle va devoir faire telle et telle étape. Moi j'ai bien aimé, il y a une étape qui m'a beaucoup rappelé un truc que ma mère elle a fait elle-même. C'est à un moment donné, vous avez désolée, j'avais trop envie de bailler mais je l'ai pas fait. Son médecin qui se dit routinologue, qui l'emmène dans une montgolfière et qui lui demande de prendre les gros sacs bien lourds, de marquer quelque chose dessus. Je crois que c'est des avions papier, mais en fait elle les lance et ça la libère d'un poids. Et voilà, ça m'a rappelé quelque chose que ma mère a fait aussi. Si elle passe par là, elle saura de quoi je parle. Mais c'est un passage qui est tellement drôle parce que ça illustre tellement les choses de la vie qu'on aimerait se débarrasser, qui pèsent sur nous en ce moment. Mais oui, c'était une BD qui était juste merveilleuse. Rien qu'au niveau des graphismes, en tout cas, ça les amène super bien. Personnellement, je n'avais pas imaginé... J'avais pas forcément imaginé les décors ou les personnages quand j'ai lu le livre, mais là la BD elle fixe bien ce qu'on pourrait imaginer pour l'histoire. Pour ce qui est de l'écriture, je veux dire, on y est, on a tout qui est bien repris, qui est simplifié entre guillemets sans enlever la valeur et la qualité en fait du texte qu'on avait dans le livre de Raphaël Jordan. Et tout ça est sublimé bien sûr par les belles illustrations que nous a fait Sophie. Et juste le personnage est hyper attachant. Je veux dire, on se retrouve avec une nana, une jeune fille blonde là qui sait plus où elle en est et elle va essayer d'aller mieux quoi. Et c'est c'est vraiment très bien illustré parce qu'on voit vraiment déjà au niveau des couleurs. Les couleurs ils ont un peu repris ceux de la couverture, comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas en fait comment vous l'expliquer, mais oui, il a vraiment été bien illustré par rapport au souffle qu'on a dans le livre, à l'énergie qu'on a dans le livre qui est hyper positive au fur et à mesure. Et on a cette libération qui se lit sur le visage du personnage. La bande dessinée c'est assez complexe quand même à tout expliquer, mais moi j'ai bien aimé les graphismes. Ils n'étaient pas ronds comme pour Bianca, mais sinon ils étaient très bien amenés. C'était un peu ce qu'on peut attendre pour l'adaptation d'un roman. En fait, comme vous avez pu le voir, je vous en ai déjà parlé de Mangez-le si vous le voulez, de Jean Telet qui a été également adapté en bande dessinée. Et en fait, on est clairement pas sur le même style de pinceau, de graphisme, mais on est dans un style que je trouve similaire pour adapter un roman. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'attentes, je veux dire, par rapport au graphisme. Vraiment, personnellement, j'en avais pas du tout. Et
c'est comme si c'était légitime de représenter le personnage comme ça, de représenter le décor comme ça. Ça leur donne, moi j'ai trouvé que ça leur donnait tout de suite une légitimité parce qu'ils adaptent quelque chose quand même qui est déjà le fruit de l'imagination d'une personne et ils essayent de la comprendre et de l'illustrer, ce qui est extrêmement difficile. C'est un boulot, je crois, qui est, en tout cas de mon point de vue, c'est un boulot monstre de faire ça parce que déjà vous essayez de comprendre ce que la personne a dit et ensuite vous essayez de l'illustrer. Est-ce que vous vous rendez compte de la masse de travail? Mais en tout cas, voilà, je dis bravo à Sophie parce que c'est de très belles illustrations qui viennent sublimer d'ailleurs la version de Sylvain, Ivan, je sais plus ce que je vous ai dit, mais de celui qui a repris le texte et qui l'a refait. Et moi j'ai juste adoré cette BD, donc si vous avez lu, je vais arrêter dessus parce que sinon je vais mettre 3 ans, mais si vous avez lu le livre de développement personnel de Raphaël Giordano, que vous avez bien aimé son style, sa plume, tout ça, n'hésitez vraiment pas à aller le découvrir parce que non seulement vous allez redécouvrir des passages que vous connaissez déjà, mais en plus vous avez certaines méthodes, certaines techniques que lui proscrit, non pas lui proscrit, lui prescrit pardon, le professeur, et on les a en fait illustrées et montrées, ce qui peut aider certaines personnes si vous voulez les mettre en pratique. Et voilà, sinon c'est un livre, si voilà, le roman vous le connaissez déjà, si vous avez aimé l'ambiance du livre, foncez, parce que ça se lit, mais ça se lit super vite, je l'ai même lu en moins d'1 heure, pourtant c'est un gros volume comme ça, et qui est bien détaillé, bien illustré. On a l'impression vraiment de relire le roman, même si c'est pas le même texte, c'est à peu près la même chose, et vous me comprenez. Mais voilà, c'était juste mon avis général, moi j'ai bien aimé, c'est une bonne bande dessinée, je pense que je vais quand même la voir, parce que même si j'ai le roman, la BD est belle, même plus belle que la couverture, mais ils ont repris le même design de la personne, vous savez, qui lève le bras et tout, avec l'espèce de branche de cerisier, je crois. Mais non seulement c'est un beau livre, je veux dire à l'extérieur aussi, mais à l'intérieur. C'est un beau livre de développement personnel qui donne du baume au cœur. Bon, visiblement, je ne sais plus parler, donc je vais m'arrêter là. Je pensais vous tourner un autre update lecture dans la foulée, mais je crois que je vais attendre d'être reposée et d'avoir mes mots pour vous retourner une vidéo. Mais déjà, cette vidéo incroyable destinée, vous l'aurez compris un petit peu, vous aurez peut-être reconnu pourquoi j'ai choisi ce thème. Mais maintenant, vous avez cette update lecture, parce que c'est vrai qu'il y a ces 2 livres qui attendaient surtout d'être rangés dans ma bibliothèque. Et j'en pouvais plus de les voir là, je voulais les ranger, donc j'attendais quand même de vous tourner l'update lecture. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.